Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu quand il parle de la sexualité, et il ne le parle pas d'une manière vulgaire comme les hommes. Des mots parfois là, quand nous dirons en lingala, ça va nous pour que les gens puissent comprendre cela. Et voilà pourquoi je suis contre pour les gens qui disent que les serpents avaient passé des rapports sexuels avec Ève. Ça, j'en suis contre. Adam n'a Ève, non, serpent n'a Ève, pas ça qui rapport sexuel, pas ça qui n'a plus. Et nous venons de voir le premier point qui nous a aidé de comprendre Dieu. Et nous avons dit que la parole de Dieu est inspirée de Dieu et la parole qui nous aide à marcher une sexualité responsable. Ça, c'est une question qu'on... Mais pour ce qui nous concerne, nous parlerons de la sexualité, la réponse qui convienne à la question posée. Avant de vivre la responsabilité, avant de vivre une sexualité, j'ai dit, dites responsable, sans pour autant remplir au préalable ces conditions-là, vous ne pouvez pas vivre la respiration comme quelqu'un qui veut aller aux États-Unis, à la France, à la Belgique et d'autres pays que vous rêvez du jour au jour. Vous êtes là, mais pour y aller, mais si vous voulez aller au niveau de l'ADA, vous pouvez avoir les passeports, vous ne serez pas autorisé de vous rendre d'une ville à une autre. Lié à cette maladie. Moi-même, je vous parlerai de moi parce que je suis drépanocytaire. Nous allons voir avec les tests que nous allons faire bientôt. Seulement, je vais sensibiliser la jeunesse. Lorsque la jeunesse est informée, la jeunesse est capable de prendre les décisions claires pour sa santé et la santé de ses futurs enfants aussi. Parce que nous, les autres ici, nous sommes juste des victimes de l'amour de nos parents et leur ignorance. C'est pourquoi nous refusons que notre jeunesse d'aujourd'hui est tombée dans le même erreur. Comme moi aujourd'hui, je ne souffre pas parce que j'ai eu cette maladie-là, qui n'a pas ma voisin, qui a une maladie, non. C'est parce que mes parents, ils n'ont pas eu le temps de faire l'examen de l'électrophorèse. Parfois, je souffre. À chaque fois, je dis à nos mamans et à nos papas de notre ONG de ne pas être trop dur avec les enfants. Parce que cette maladie, on pouvait aussi éviter cette maladie en nous faisant dépister. Maintenant, si toi tu ne te fais pas dépister que tu as un enfant drépanocytaire, là tu dois juste assumer les conséquences de cette maladie. Pour dire que moi, je suis juste victime de la maladie Oyo. Si au moins j'ai été prudent de faire les examens avant le mariage ou avant de faire famille, je n'allais pas avoir des enfants drépanocytaires. C'est pourquoi l'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous faire dépister. C'est pourquoi je dis à nos jeunes, lorsque nous sommes informés de faire quelque chose, tout ça là, gros doté.
Ba gros doté pour dire que ah non ça n'a pas examen en athée. Non ça n'a pas examen en athée pour dire que la maladie, la drépanocytose c'est vraiment un fléau. Moi je me souviens encore quand j'étais encore enfant, ma mère me disait quoi? À chaque fois que je me continue à na beli. Eh maladie vraiment kindoki. Moi là oyo ayaka kaka pona à chaque fois ba mbongo sala nini ebimaka. Ba mbongo ebimaka. Ebimaka zo ebate que cette maladie n'a jamais pas battu sous-souté, n'a jamais pas na bango. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui, il faut nous faire dépister et puis parler aussi de la drépanocytose aux autres aussi. Lorsque nous sommes informés de cette maladie, c'est mieux d'informer aussi les autres. Ce qui m'étonne aujourd'hui, normalement, vous pouvez aussi prendre votre téléphone, ce n'est pas aussi trop tard. D'appeler aussi les autres, qu'ils viennent se dépister. C'est très important de connaître votre état sérologique. C'est très important. C'est très important de connaître votre état sérologique. Pourquoi moi, ça m'a amené de faire cette ONG, de créer cette ONG? Un jour, ça fait déjà depuis 2017 que je suis ici à Matadi avec mon mari. J'étais tombée malade. C'était très compliqué. J'étais ici dans un hôpital de la place, mais j'étais obligée d'aller à Kinshasa pour me faire soigner. J'avais vraiment de fortes crises. Là, on appelle ça des crises vaso-occlusives. Et puis, j'avais fait encore les syndromes. Il y avait beaucoup de drépanocytaires. Beaucoup de drépanocytaires. Vous voyez là, 4 enfants drépanocytaires, je vous dis, c'est vraiment l'occasion nous est donnée de faire le choix. De faire notre choix avant même, avant même de venir voir le pasteur. Il faut d'abord se dépister. Avant que nous faisons, nous sommes dans la sensibilisation préventive et curative. C'est chaque année aussi, nous encourageons les enfants drépanocytaires à ne pas abandonner le chemin de l'école. C'est important aussi pour eux parce que je trouvais dans notre ONG plusieurs enfants n'étudient pas. Parce que les parents, si au foot la baron minerval, des crises à répéter, et on a vu ça toujours par parents. Sauf au foot le baron minerval, c'était pas dans la société. Après votre départ, dans la société, les enfants doivent apprendre à faire quelque chose. À faire même un métier, à faire quelque chose. Moi aujourd'hui, mes parents ne sont pas avec moi. Je suis loin de mes parents, loin de ma mère. Je vis parce que j'ai été préparée pour dire que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Mais pour vous, vous n'êtes pas encore de mère, vous n'êtes pas encore de père. C'est pour vous l'occasion de faire le choix par rapport à cette maladie. Merci beaucoup. Moi, je vous assure que nous avons eu la grâce en collaboration avec les que tu dois aller te faire dépister. Non, ton état, tu peux le faire. Tu peux avoir 10 ans, 11 ans, peu importe l'âge, c'est déjà. C'est très important. Bizarrement, nous les jeunes, lorsque nous nous lançons dans les relations, là nous sommes AAAS, si nous sommes porteurs de VIH ou pas, c'est vraiment très compliqué. Heureusement, et sans plus tarder, je veux nous inviter un peu à nous lever. Hein? Est-ce que tu peux inviter la personne qui a... C'est que Dieu est en train de te communiquer ce matin. Il y a certains qui payent de frais pour ça. Alors j'aimerais que tu puisses prier et tu dis, Seigneur, je ne veux pas être ignorant. Conscient de ce que je serai en train de faire. Parce qu'il y a certains qui ont peur, tu es bien. Amen. Crois que tu es bien. Amen. Alors j'aimerais que tu prends une position qui te permettra encore. En fait, j'ai une petite question à poser à madame qui vient de passer. Elle a parlé sur l'ONG. Je voulais juste savoir quels sont les signes qui manifestent qu'une personne a déjà atteint de cette maladie. Et deuxièmement, j'aimerais savoir quels sont les mécanismes que l'ONG mettra à notre disposition pour informer toute la population des Matadiens pour l'enseignement et pour la prévention. Douleurs au niveau du bassin, des douleurs qui ne vous lâchent pas. Autant que vous prenez des médicaments, mais ça ne lâche pas. Ok?
Alors, comment nous traitons cette maladie? Nous avons deux niveaux de traitement. Un traitement préventif et un traitement médical. Ici, le meilleur des traitements, c'est l'abstinence. Mais malheureusement, tout ce que nous vivons aujourd'hui, les jeunes sont mariés avant d'être mariés. J'espère que vous me comprenez. Mais nous avons déjà compris que vous êtes déjà mariés parce que vous pratiquez tout ce que les mariés pratiquent et plus que même les mariés. Alors, deuxième traitement, la fidélité mutuelle. Mais en tout cas, ça, chez les jeunes, ça n'existe pas. Je ne compte pas tourner par 4 chemins. La fidélité mutuelle chez les jeunes n'existe pas, surtout ces derniers temps. Et troisième traitement, c'est l'utilisation correcte des préservatifs. L'utilisation correcte, c'est-à-dire la manière de porter même ces préservatifs, garantit les niveaux de votre protection. Donc si vous portez ça mal, sachez que vous êtes exposé. Parce qu'il y a certains préservatifs, par la mauvaise manière de porter, ça peut se déchirer sans que vous puissiez le remarquer. Donc ça vous expose. Déjà, comme on est à l'église, nous tous, je sais que par la bouche, nous allons dire abstinence. Mais j'aimerais que votre bouche ne dise pas, mais que votre conscience, qui vous voit là où vous allez, réponde que l'abstinence est la meilleure voie de votre traitement. En dehors de ça, si vous avez cette maladie, n'ayez pas honte ni peur de vous rendre à l'hôpital. Vous avez ces petits signes, venez, nous avons ce que nous appelons le secret médical. On ne peut pas divulguer votre secret. Quand vous venez, nous avons un traitement antibiotique que nous faisons, nous vous donnons et la maladie part. C'est tout, c'est terminé, vous êtes guéri. Mais si vous reprenez, si vous rechutez, c'est-à-dire que vous-même là, soit vous avez mal suivi votre traitement, ou carrément, vous avez réitéré le même comportement dangereux pour vous faire encore réinfecter. La deuxième maladie, c'est la chlamydiose. La chlamydiose, elle est aussi une IST qui est provoquée par une bactérie qu'on appelle Chlamydia trachomatis. Elle est souvent silencieuse. C'est-à-dire c'est une maladie qui, lorsqu'on la découvre, c'est au moment des complications. Mais lorsqu'elle s'installe en train de vous détruire, il n'y a rien que vous pouvez constater. Mais du moins, il y a des petits signes qu'on arrive aussi à détecter un peu plus avant. Nous avons dans les deux sexes, c'est-à-dire chez l'homme et chez la femme, on a dit c'est asymptomatique, mais des symptômes rares. Il y a des douleurs en urinant, des fois des écoulements au niveau génital chez l'homme et chez la femme. En tout cas, en l'absence de traitement, cette maladie-là vous entraîne la stérilité. Ça vous rend stérile. Et là, vous êtes avec tonton John. Pendant que vous courez, il vous contamine cette maladie. Il y a frère François qui vous épouse. Maintenant, c'est frère François qui doit payer de son argent, de sa prière pour que vous puissiez tomber enceinte. Alors là, le traitement, il est préventif. La stérilité. Chez l'homme, il y a ce que nous appelons la sténose urétrale, c'est-à-dire les rétrécissements que nous faisons. Nous allons dilater votre urètre là. On va introduire ça peut vous créer des prostatites. J'espère que tout le monde connaît la prostate. Et lorsque cette prostate-là est touchée, je vous assure que cette inflammation va vous amener très loin. Chez la femme, ça peut créer des grossesses extra-utérines. Vous avez déjà entendu que Zemiekota Mutuna trompe. Ce sont ces histoires ici qui créent ça. Et lorsque la grossesse est dans les trompes ou dans l'ovaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous vous opérons et nous vous coupons. Vous ne restez qu'avec un. Et si vous osez encore, on vous enlève un deuxième. Et c'est une intervention que j'aime beaucoup. C'est très facile et j'adore ça. Donc moi j'aime quand vous allez, vous venez, vous me payez mon argent, je le fais en toute sécurité. Donc c'est à vous de savoir ce que vous devez faire. Ça peut créer aussi des conjonctivites néonatales. C'est-à-dire vous mettez au monde un enfant, et un enfant commence à avoir les bipoties. Et ça fait très mal aux enfants parce que ces petits enfants souffrent de vos bêtises et la nuit ces petits-là ne dorment pas. Surtout les yeux qui gonflent, qui deviennent rouges et ce n'est pas bon pour les enfants. Parce que cette maladie-là peut faire arriver l'enfant même vers la cécité. C'est-à-dire que l'enfant peut perdre même la vue à cause de cette maladie. Et la troisième maladie, c'est la syphilis. J'espère que ça, tout le monde connaît. C'est aussi une infection sexuellement transmissible qui est aussi provoquée par une petite bactérie qu'on appelle Treponema
paludisme. Surtout dans les rapports sexuels non protégés. La voie de contamination. La deuxième voie, la mère peut contaminer à son propre enfant. Et ça devient compliqué. Et là aussi, l'enfant va subir ce que vous étiez responsable. Les signes de manifestation, la syphilis évolue en 3 stades. Premier stade, vous allez constater un petit chancre. C'est-à-dire sur votre organe génital, vous aurez l'impression d'avoir un petit bouton qui va s'ouvrir et qui va devenir comme une petite plaie, faisant s'ouvrir un liquide, un petit liquide blanchâtre comme de l'eau. Et là, c'est le départ de tout. À la deuxième phase, il y a une éruption cutanée qui comprend. C'est-à-dire vous avez des boutons qui commencent à sortir et beaucoup plus dans les paumes des mains. Et le troisième stade, c'est là que c'est une bombe. C'est-à-dire que la syphilis va se disséminer dans tout votre corps. Et ces petits microbes aiment beaucoup vos organes nobles. 1, le cerveau. 2, il va aller au niveau du cœur. 3, il va toucher tout votre système nerveux et vous allez voir les complications. On peut passer. Regardez les complications. Première complication, neurosyphilis. C'est-à-dire que vous devenez comme un fou. Vous avez des troubles mentaux. Ça peut vous créer la cécité. Vous perdez la vue. Ça peut aussi vous entraîner des paralysies. Donc tout le monde que vous voyez là paralysé, ce n'est pas seulement l'AVC. La syphilis aussi est en mesure de vous créer une paralysie. Deuxième complication, cardiosyphilis. C'est-à-dire la syphilis va aller toucher votre cœur. Et lorsqu'il touche le cœur, vous faites une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire votre cœur devient incapable de fournir un travail normal pour votre corps. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur va se fatiguer. Et lorsqu'il se fatigue, il lâche. En médecine, nous disons que le cœur, c'est l'organe le plus bête. Il n'aime pas qu'on le force, il n'aime pas qu'on l'énerve. Quand on le force, il s'arrête. Et vous partez, c'est tout. Nous avons là-bas la syphilis congénitale. Lorsque vous, maman, vous portez une grossesse, alors que vous avez la syphilis, cette syphilis peut créer des malformations chez votre bébé. Et vous donnez naissance, par exemple, à un bébé qui a une hydrocéphalie. Une grosse tête qu'on appelle kissine. Et là, tu dis non, parce que nakanga ki singa na loketo te, nakatisa ki poto. Mensonge. Et ça, impolitesse na yo sur la voie sexuelle. Ne memi au bongo. Donc, tu deviens auteur de quelque chose sur un enfant innocent, qui ne t'a même pas demandé de l'appeler. Et 2, ça peut créer aussi des malformations, par exemple au niveau du cœur. Ça peut créer des cécités, l'enfant né aveugle. Ça peut créer des surdités. C'est-à-dire que ce sont des lésions qui détruisent votre peau, qui détruisent les os, les organes. Donc, comme on boucle na pamba pamba. Nous parlons de l'hépatite B parce qu'elle se transmet aussi par la voie sexuelle. Ça peut se transmettre et qu'on se contamine pas seulement en passant les rapports sexuels, mais ne fût-ce que contact peau à peau, vous êtes infecté. Parmi lesquels nous avons parlé du herpès. Et nous parlons aussi du papillomavirus. L'une des particularités, on dit que c'est une maladie très silencieuse aussi. Mais cette maladie présente quelque chose de très particulier. Très, très particulier. C'est quoi? Les verrues. Vous voyez, verrues, entre parenthèses, crête des coques ou condylomes. Des petites excroissances charnues. Tout le monde a déjà vu un coq. Je pense. Nous avons grandi là où on élevait, nous-mêmes, on était des grands éleveurs. Ces derniers temps, on n'élève plus. Vous connaissez les coqs? La crête des coqs, là. C'est ce qui va sortir sur votre zone génitale. Et ça fait ça chez les hommes ou chez les femmes. C'est comme des choux-fleurs. Et je vous dis, c'est bizarre. C'est pas beau à voir. Je vous assure. Même si vous êtes belle comment, les jours de votre nuit de noces là, on voit la belle robe, mais quand le mari veut savourer ses noces, il voit ça, je vous assure, il est découragé. C'est très mauvais. Cette maladie, elle est très dangereuse. Pourquoi? Vous allez voir. 1. Cette maladie crée les cancers du col. 2. Il peut vous créer un cancer au niveau de l'anus.
Donc il va aller toucher toutes les zones où se trouvent les muqueuses, où il est entré en contact. Et il va vous créer ça. Il peut même créer des cancers au niveau de la sphère oreille. Au niveau de la gorge. Vous faites un cancer. Et dites-moi maintenant comment vous allez vivre. Et parmi les complications les plus dangereuses, rares mais très graves, la papillomatose respiratoire. C'est-à-dire que vous avez ces crêtes de coque là dans votre voie respiratoire. Et maintenant, dites-moi comment vous allez respirer. Même si on vous met de l'oxygène, rien du tout. Parce qu'on ne pourra pas vous opérer, aller ouvrir là où ça se trouve pour enlever ça. Ce qui est dangereux. Maintenant, regardez les traitements. On peut passer. Et les traitements aussi, j'aime beaucoup les traitements curatifs. Je vais vous dire celui que j'aime. Il y a les traitements préventifs. Il faut un dépistage régulier. L'utilisation des préservatifs, on a dit, ne protège pas à 100%. Il faut juste éviter les rapports sexuels lors des poussées actives. Et il y a aussi un vaccin. Mais je ne pense pas que ce vaccin est déjà disponible chez nous. Je ne sais pas encore. Mais nous, en tout cas, on n'a pas encore eu ces vaccins. Enfin, pour terminer, leur papa à tous, les VIH, qui malheureusement, la Covid est venue faire perdre les succès au VIH. Lorsque la Covid est arrivée, le VIH a perdu son succès. Et aujourd'hui, les jeunes se pavanent comme ça, en oubliant que le VIH existe. Il est là, le monsieur là. Le VIH, comme on le définit, les virus de... Et nous remercions le pasteur responsable pour nous avoir donné cette opportunité de parler avec les jeunes. Mais surtout, je voulais vous expliquer brièvement ces activités organisent souvent ce que nous appelons les activités sociales. Et ces activités sociales ont toujours un impact. Être, disons, en phase par rapport aux objectifs que nous sommes fixés en tant qu'ONG. Et parmi ces objectifs, c'est la sensibilisation des jeunes sur les pathologies courantes, dont notamment la drépanocytose, les infections sexuellement transmissibles. Et aujourd'hui, comme vous savez, le mois d'août est dédié à la jeunesse. Et nous avons estimé ensemble avec la communauté Laborne, l'extension Kalakala, que nous puissions réunir les jeunes pour que nous parlons de la sexualité. Et au départ, nous avons fait état de ce que nous appelons la drépanocytose. Madame Sophie nous a briefé. Le docteur Ntumba. Alors, on m'a parlé sur le IST. Ce que le docteur Ntumba a dit, ainsi que ce que Madame Sophie a dit. M. Tony, il a fait quand même un son de vous présenter la sexualité responsable. Qu'est-ce que nous appelons par notre femelle? Et ce que nous disons, c'est un don de Dieu, mais un aspect naturel de la vie. Donc Dieu a mis en place les sexes chez les hommes et chez la femme, et pour des objectifs précis. Mais cette sexualité, bien qu'elle soit bénéfique, elle doit être vécue avec responsabilité dans le respect de soi et des autres. C'est-à-dire qu'il est important que nous connaissons l'avantage de cette sexualité, ce qui est normal parce que nous sommes jeunes, il y a l'aspect plaisir qui est là. Mais si nous ne vivons pas avec responsabilité, nous allons être exposés à ce que Maman Sophie a dit et à ce que le docteur Ntumba vient d'exposer. Je passe moi, je suis rapide. La sexualité responsable, ça veut dire quoi? C'est faire des choix réfléchis et responsables. Respecter son corps et celui des autres, retarder les rapports sexuels précoces, se protéger contre les IST et les grossesses non désirées, construire un avenir sain et équilibré. C'est-à-dire qu'on voulait juste que vous compreniez que lorsque vous faites des choix hasardeux, par exemple, au lieu de suivre les enseignements comme indiqué à l'église, que voilà, on n'est pas à faire des rapports sexuels avant le mariage,
et qu'avant de faire un choix, il faut faire un dépistage pour que chacun de nous puissions connaître non seulement l'état drépanocytaire, ces enfants qui constituent une charge pour les parents, mais nous, on prend la décision de se comporter comme nous voulons. Raison pour laquelle nous disons il faut faire des choix qui soient réfléchis. Les rapports sexuels précoces peuvent vous exposer à ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Vous n'avez pas une maîtrise sur la sexualité, vous avez besoin juste de connaître, de faire une expérience, mais cette expérience-là faite tôt pourrait vous exposer à des maladies futures. Raison pour laquelle nous parlons de la sexualité responsable dans ces contextes-là. Et lorsque vous ne vous protégez pas, vous serez facilement exposé aux pathologies que le docteur Toumba vient de vous expliquer ici, dont notamment les infections sexuellement transmissibles. Et parmi les infections sexuellement transmissibles que nous conseillons à plus à éviter, c'est le VIH. Et parmi les autres, à part le VIH, nous avons le syphilis, comme le docteur Toumba a pu les citer, l'hépatite, le gonocoque, ainsi que les chlamydia. Il y a encore d'autres infections sexuellement transmissibles que chacun a pu écouter lors de l'enseignement du docteur Toumba. Qui peut nous ajouter une IST à part ce que nous avons cité? Comment? L'herpès, qui encore? Les syphilis, qui encore? Comment? Les papillomas. Vous voyez, nous avons un tas des infections sexuellement transmissibles que nous sommes censés connaître pour éviter que nous puissions éviter à tomber dans les pièges d'une mauvaise information. Et aujourd'hui, nous avons été un peu plus brefs pour que nous ayons un peu plus vite dans nos activités. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est quoi? C'est que nous avons demandé à tous les jeunes ici présents de faire ce qu'on appelle un groupage sanguin. Le groupe sanguin, c'est faire en sorte que vous connaissez. Votre sexualité responsable, c'est aussi ça. Connaître son groupe sanguin pour protéger votre couple. C'est-à-dire que lorsque vous connaissez votre état sérologique, votre groupe sanguin, vous allez éviter d'être en contact, vous pouvez éviter de former un couple avec une autre personne dont le groupage sanguin est incompatible. À part le groupage sanguin, nous allons faire ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est une électrophorèse qui a été exposée par Madame Sophie pour nous permettre à savoir si vous êtes AS, vous êtes SS, vous êtes AA. Vous comprenez? Ça, je crois que Madame Sophie a essayé de vous expliquer ce qui est important. Donc l'électrophorèse va vous aider à avoir une idée sur notre AA ou AS et AS, AA et puis SS. Madame Sophie a parlé de SS qui est la pathologie, mais les AS ne sont que de porteurs sains. Mais il est important que vous fassiez cet examen-là pour que vous sachiez votre état afin de prévenir ce qu'on appelle les maladies futures. Et je crois que nous avons presque fini notre exposé. Pour nous, l'objectif, c'est de vous expliquer que les IST et la drépanocytose doivent vous aider à faire un choix judicieux. Le choix du congé doit prendre en compte non seulement les valeurs spirituelles et morales qui ont été exposées par M. Tony, mais aussi la santé biologique. Cette santé biologique, c'est ce qui consiste à faire ce qu'on appelle le dépistage du VIH, de votre groupe sanguin et de l'électrophorèse de l'hémoglobine, avec comme conséquence, lorsque vous, jeune, vous êtes informé, vous allez vous rendre compte que les moyens de prévention mis à votre disposition vont vous aider à éviter certaines pathologies, dont les infections sexuellement transmissibles, comme dit par Dr Toumba, ou le VIH, comme il a aussi essayé de vous expliquer. Mais aussi
éviter ce qu'on appelle les pathologies qui en découlent, notamment la drépanocytose. On vous a expliqué brièvement les moyens de prévention. On a parlé de l'abstinence, on a parlé de fidélité, et ça c'est pour nous les couples. Hein. Vous les jeunes, ce qui est important pour le moment, c'est l'abstinence. Suivre un conseil, un suivi pastoral, afin que chaque jour, le pasteur vous suit et il encadre votre couple jusqu'à ce que vous soyez apte à vous marier correctement. Et cela nécessite que vous fassiez l'électrophorèse de l'hémoglobine, comme vous allez le faire tout de suite, mais aussi le VIH, parce qu'on peut se marier en étant VIH poli. Je crois que le docteur Touba a essayé de vous expliquer. Lorsque deux couples VIH se marient, c'est une charge qui s'ajoute sur l'un et l'autre, et votre vie devient de plus en plus courte. Alors que nous avons encore le temps de rester ici sur terre, parce qu'au ciel c'est pour louer le Seigneur, n'est-ce pas, pasteur? Et le message clé que j'aimerais vraiment vous expliquer aujourd'hui, c'est que la sexualité responsable, c'est choisir la vie et la santé, protéger son avenir et celui de ses enfants, refuser la pression négative du groupe, les influences réseaux sociaux, suivre les enseignements à l'église, parce que les pasteurs sont là. Raison pour laquelle nous avons choisi que cet thème en rapport avec le jeûne se passe à l'église, pour que c'est le milieu le plus propice pour nous, pour que les jeunes qui sont des chrétiens, vous puissiez être encadrés sur cette sexualité qui soit responsable. Et ensuite, lorsque vous allez faire votre électrophorèse de protéines, vous allez construire des familles saines et épanouies. Voilà un peu globalement ce que j'ai tenu à vous expliquer, tout en remerciant le pasteur ainsi que toute son équipe pour nous avoir accueillis ce jour. Globalement, pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions être responsables dans nos choix, dans nos actes, et surtout décider de connaître. Lorsque vous connaissez l'infection sexuellement transmissible, ainsi que la drépanocytose qui constitue une charge. Merci beaucoup, docteur Kat Rocher. Nous vous avons remis de petits papiers. C'est là, sans plus tarder, nous invitons docteur Dieudonné. Vous avez des carrés. Donc, je vous présente la qualité d'une bonne brosse à dents. Ça, c'est juste un échantillon d'une brosse à dents pris chez quelqu'un, chez qui on a recommandé. Une brosse à dents doit être de petite tête comme ça. Voilà comment l'inclinaison est là. L'angle, les fibres. D'abord, petite tête. Deuxièmement, la brosse à dents doit avoir des fibres souples. C'est-à-dire les fibres ne doivent pas être... La brosse à dents ne doit pas avoir des fibres dures. Parce que lorsque vous allez brosser avec, ça risque d'endommager la gencive, seront propres. Non. On fait quel mouvement? D'abord la brosse, petite tête, et puis fibres souples. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Pour éviter, tout ça c'est pour dans le cadre de la prévention, comme le manager a dit, nous sommes là pour aider la population des jeunes à prévenir certaines maladies. Nous sommes là, si vous en avez déjà, vous êtes déjà porteur d'une maladie bucco-dentaire, vous pouvez passer chez nous. Mais ici, c'est beaucoup plus dans l'optique de la prévention. Pour que vous n'arrivez pas, vous ne succombez pas à ces maladies-là. Voilà pourquoi on vient chez vous. Alors, la brosse à dents, vous avez 2-3 mouvements qu'il faudra faire. Le premier mouvement, c'est le mouvement de va-et-vient. Ça se passe au niveau des surfaces qui entrent en contact avec les dents. La mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Au niveau de ces surfaces-là, que vous allez faire le mouvement de va-et-vient. Mais maintenant, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Chez nous, c'est tout le monde, c'est sur toutes les surfaces des dents, que les gens font le mouvement de va-et-vient. Non. C'est seulement sur ces surfaces qu'on fait le mouvement de va-et-vient. Mais sur les faces qui sont en contact avec les joues, on fait le mouvement circulaire. On fait ça. De la gencive vers la dent. De la gencive vers la dent. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites le mouvement de va-et-vient au niveau des faces qui sont en contact avec le joue, vous enfoncez les débris alimentaires
qui sont au niveau de la bouche, au niveau des espaces interdentaires. Et dans l'avenir, vous allez développer les maladies des gencives qu'on appelle le parodontite. Alors, à part ça, au niveau des faces qui sont en contact avec la langue, on fait ces mouvements. Alors que la plupart ici, tout le monde presque le fait, ils ne font pas ces mouvements horizontaux et verticaux. Ici, vous faites ces mouvements au niveau des faces des incisives qui sont juste devant, vous faites ces mouvements et les incisives inférieures également le même mouvement. Donc, avec ça, une pâte de dentifrice anti-carie, ça c'est aussi une particularité. Lorsque vous brossez, vous utilisez une pâte. Sont amenés à être convaincus par des choses qui ne tiennent pas. On vous dit souvent, avant au bas là, il y a banan soko botaka. Mi côté là déjà na moi na yo mon corps. C'est ce que les jeunes se disent. Oh, yaya okota boezo kande mobali. Donc makamo, nous sommes à l'église. Donc allez-y comprendre un peu qu'on se bat avec la langue pour respecter vraiment l'église. Bon, mais on y va. Comment est-ce qu'on arrive à détecter la faiblesse sexuelle chez un conjoint sans passer par les rapports sexuels? Ça, c'est l'apanage du médecin. Ça fait partie des examens que nous faisons avant. On n'a aucun examen à faire pour détecter si l'homme a une faiblesse sexuelle ou pas. Parce que ça va du droit du malade de refuser certains examens. Vous ne l'obligez pas. Je reviens un peu rapidement pour répondre à la question qu'on avait demandée à Maman Sophie par notre frère qui est là. Ce n'est pas au médecin qui fait des examens prénuptiaux qui oblige au couple de ne pas se marier. Ce n'est pas le droit du médecin. Moi, je félicite l'église d'abord. Ce n'est pas pour vous flatter. Nous recevons, s'il y a une église qui nous envoie multiples couples pour les examens prénuptiaux, l'église La Borne est numéro 1 pour la ville de Matadi. Et là, vraiment, chapeau bas auprès des encadreurs et auprès des pasteurs. Alors, qu'est-ce que le médecin fait? Il met les résultats sur le papier et en cas d'un couple incompatible, c'est-à-dire un couple mari AS, femme SS ou mari AS, femme AS. C'est un couple où déjà une proportion possible d'avoir des enfants SS est déjà marquée. Vous voyez? Alors nous, on apporte seulement des explications. On leur dit, voilà, votre couple n'est pas compatible. Pourquoi nous... On fait la même chose. S'il y a quelqu'un, tu vas lui Il faut filmer quand papa voulu. A au moins 3 ou 4 réactions pendant qu'il dort. Et si vous n'en avez pas, il faut se poser certaines questions. Est-ce que j'ai pas de stress? Est-ce que c'est psychologique?
C'est toutes ces questions-là qu'on se pose déjà. Mais on encourage ce qui est sur l'abstinence avant le mariage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plus probable en cas de déviation sexuelle. Le docteur va répondre, mais moi j'avais épinglé là-dessus, j'avais parlé là-dessus. J'avais parlé... CCLD, merci à vous vraiment pour toutes vos interventions. S'il vous plaît, tout ce que nous avons entendu, c'est pour, n'est-ce pas, aller aussi annoncer, on va dire à ceux-là qui ne sont pas venus. C'est pour aussi rappeler à celui qui était venu et il a oublié. Aujourd'hui, maman nous a montré, n'est-ce pas, son exemple à elle. Il y a dans des exemples, il y a Makabongo, moi j'ai vécu des gens qui sont en train de souffrir, n'est-ce pas, SS, en train de souffrir sérieusement. Je suis le frère Tony Dikiefou, directeur de la jeunesse de la KDC, district 1 de la ville de Matadi. Comprendre, il m'a été demandé de développer un thème intitulé « Que dit la Bible sur la sexualité et comment vivre la sexualité responsable ?» Et c'est par rapport à cela, nous avons vu de différents versets bibliques qui nous a éclairés par rapport à la sexualité. Et il est strictement interdit, quand on n'est pas encore marié, que vous puissiez vivre ou consommer le sexe. Ce sont des conditions qu'on doit remplir. Et nous avons fait allusion à quelqu'un qui veut se déplacer. Si vous voulez aller à l'étranger, vous devez d'abord avoir le passeport, vous devez avoir le visa et enfin la provision. Quand vous réunissez tous ces éléments-là, vous avez maintenant droit à aller à l'étranger. C'est de la même manière, pour vivre la sexualité, vous devez être marié au niveau de la famille, vous allez au niveau de l'état civil et enfin, vous venez bénéficier de la bénédiction nuptiale pour pouvoir vivre un bon mariage. Les chrétiens. Un chrétien doit observer de la première phrase de la Bible jusqu'à la dernière phrase de la Bible. Aucune phrase de la Bible doit être violée par un chrétien. Donc quand on est chrétien, nous sommes appelés à nous abstenir de passer les rapports sexuels avant le mariage. Et le temps est là pour que vous puissiez régulariser votre situation si vous êtes encore dans ces histoires-là. Parce que Dieu attend de vous que vous puissiez consommer le sexe dans les mariages, pas en dehors du mariage. Je vous... Docteur Ntoumba Israël, médecin consultant au CCLD, Centre médical de Matadi de la Midema. Nous avons... Bon, les infections sexuellement transmissibles, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Et étant médecin à l'hôpital, nous recevons beaucoup de malades et surtout dans la population jeune présentant ces problèmes d'infections sexuellement transmissibles. Les sérieux problèmes, c'est que les jeunes ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Parce que ces infections ont multiples conséquences. C'est-à-dire la stérilité, le cancer, des fois des complications médicales qui vous mènent même à faire des AVC, des paralysies, avoir des enfants mal formés. Ici, nous sommes venus juste pour parler aux jeunes, dans le sens d'abord qu'ils soient mobilisés, qu'ils aient une connaissance tout à fait suffisante sur l'existence de ces maladies
les moyens de protection et de les responsabiliser dans leurs décisions qu'ils doivent prendre face à leur sécurité. La première des choses, c'est la vulgarisation. Nous devons, nous, personnels de santé, travailler très fort sur la vulgarisation. Parce que si une personne n'a pas une connaissance sur quelque chose, il est difficile que la personne puisse se protéger contre la chose dont elle ne connaît pas. Les premières mesures à prendre, c'est d'abord la vulgarisation, éduquer notre population, à savoir les multiples complications et problèmes qui sont liés à l'environnement que nous traversons, afin qu'ils puissent changer les comportements. C'est-à-dire, nous marchons sur le 3C. Nous devons avoir une communication pour le changement du comportement. Voilà la plus grande chose que nous devons faire sur notre population. Effectivement, c'est vraiment nécessaire, très nécessaire. La première des choses que je voulais d'abord évoquer, les groupes sanguins, il est différent de la qualité de l'hémoglobine. Les groupes sanguins déterminent seulement le type du sang que vous avez. Et les groupes sanguins se trouvent sur la paroi, la membrane du globule rouge. Le groupe sanguin, il est important que vous le sachiez parce qu'il y a certains enfants, certains couples plutôt, qui se marient dans une incompatibilité ABO. C'est-à-dire une incompatibilité de groupe sanguin qui, les enfants en pâtissent à la naissance. Et souvent, lorsque les enfants naissent des couples incompatibles sur le groupe sanguin, ils développent des hémolyses, c'est-à-dire leur sang commence à se détruire et la finalité, plus ces enfants-là meurent. Et la deuxième des choses, en dehors du groupe sanguin, il faut faire l'électrophoreuse de l'hémoglobine. Donc, connaître la qualité de votre hémoglobine. Et nous avons 3 qualités de l'hémoglobine. Nous avons la qualité AA, qui n'est pas le groupe sanguin, qui est différent du groupe sanguin A. Le groupe sanguin A, c'est autre chose. On peut être du groupe, par exemple, O, mais on a une hémoglobine type A ou type S. C'est-à-dire, l'électrophoreuse va vous permettre maintenant de connaître les types d'hémoglobine que vous avez. Est-ce que vous avez les AA? Est-ce que vous avez les AS? Est-ce que vous avez le SS? Et devant un médecin, il mettra en jeu vos 2 types d'hémoglobine pour valider ou vous déconseiller à vous marier parce qu'issus de ces couples-là, les enfants peuvent naître de SS et cela met vraiment en danger et en risque l'enfant qui naît et ça devient une occasion de déstabilisation même du couple qui a ces enfants-là. Par rapport à cette initiative, je demande aux jeunes d'avoir un comportement rationnel sur le plan de la sexualité. Je leur demande de faire très attention parce que la sexualité mal conduite ne va pas créer seulement des conséquences sur vous, mais ça peut créer des conséquences même sur la progéniture que vous aurez. Deuxième chose, je reviens, il y a souvent une confusion dans la population entre les groupes sanguins et le type ou la qualité de l'hémoglobine. Il y a de ces jeunes qui se contentent d'aller à l'hôpital pour vous dire « moi je suis du groupe O, O positif ». C'est-à-dire que je ne peux pas avoir des enfants S ou SS. Ça, c'est une ignorance, c'est faux. Vous pouvez être du groupe O, mais avec la qualité de votre hémoglobine S ou AS ou AA. Donc, en faisant les groupes sanguins, ne vous limitez pas à cela. Allez jusqu'à faire l'électrophoreuse de l'hémoglobine pour vous permettre de savoir la qualité de votre hémoglobine. Voilà ce que je peux demander aux jeunes. Merci beaucoup. Tukula. Ce que je mets dans cette activité, c'est des choses que nous écoutons, parfois nous ignorons, mais aujourd'hui je vis que c'est vraiment que dirais-je, c'est une bonne chose, une occasion, c'était une occasion à ne pas louper. Je demanderai à tous les jeunes de venir en fait par rapport même dans des centres tout près, de faire ces examens de dépistage. C'est très important. Notre futur en dépend de ça. J'ai eu la réponse. C'est vraiment ça. Merci. Moïse Makitama. Moïse Makitama. Déjà, nous avons essayé de participer parce qu'il y a plusieurs choses. Nous avons la communauté, mais nous ignorons. Et par rapport à l'activité, nous avons plus à côté en profondeur, des détails, nous ignorons à la fois.
Et puis, donc, il y a des satisfactions dans les côtés. Alors, un message à Kikungu. Message, moi, bon, tout d'abord, la bataille, non? Message, moi, c'est comme que ça dans la communauté, surtout dans la jeune. Il y a qui est important, il y a que état sérologique, il y a électrophorèse, il y a état sanitaire. Parce que souvent, quand je pose la question, comment je tombe toujours malade sans le savoir? Madame Sophia Bamouine, la coordinatrice de l'ONG Drepalife. Je dirais aux parents qui ont des enfants drépanocytaires, la première des choses à faire, il faut d'abord accepter la maladie. Accepter que l'enfant est drépanocytaire, c'est une maladie chronique. L'enfant doit vivre avec cette maladie. Et puis, deuxièmement, faire des suivis médicaux. C'est vraiment important parce que la maladie ne va pas finir, mais seulement on doit faire des suivis. Là, ça diminue quand même des crises. Et puis à la maison, il faut qu'il puisse avoir aussi des suivis réguliers pour les parents. Comment nourrir un enfant drépanocytaire, pas des efforts physiques. Pas beaucoup des efforts physiques aussi, c'est important. Donner de la chance à ces enfants-là drépanocytaires. Parce que la drépanocytose n'est pas une fatalité. On peut vivre comme tout autre enfant, seulement en respectant quelques règles de la santé. Oui, pourquoi pas un drépanocytaire peut aussi se marier comme tout le monde. Le drépanocytaire n'a pas de limite pour le mariage. C'est seulement si la personne veut épouser une femme drépanocytaire, doit être à mesure d'assumer les conséquences et les risques liés à cette maladie. C'est question de prendre seulement conscience à la maladie. On peut vivre comme tout le monde, avoir aussi des enfants, mais il y a aussi des conséquences liées à la maladie. C'est ça. Merci. Je vous en prie. Merci. Ouais, moi, c'est le docteur Kati Roger Nzungu, le médecin en charge de l'administration du CCLD Centre Médical de Matadi, accompagné de M. Freddy Bunga, qui est l'assistant administratif, ainsi que M. Otete Jean-Pierre, qui est le chef de nursing. Dans le cadre de nos activités, en tant que CCLD, l'objectif c'est de sensibiliser les jeunes. Nous avons profité pour le mois de juin et le mois d'août qui termine, un mois consacré à la jeunesse. Et le CCLD, dans le cadre de ces activités sociales, a estimé qu'il fallait quitter son confort de Ciné Palace et rejoindre les quartiers qui sont légèrement lointains pour amener l'information qui manque chez les jeunes. Et cette information sur la drépanocytose, sur les infections sexuellement transmissibles, mais aussi sur la sexualité responsable. Il était important pour nous en tant que CCLD, dans le cadre de nos sensibilisations, pour prévenir certaines maladies, dont notamment les infections sexuellement transmissibles et les conséquences liées à nos disons, connaissances de l'électrophorèse et de l'hémoglobine, et qui pourraient être à la base de la survenue de la drépanocytose. Il était important pour nous de sensibiliser la jeunesse et profiter aussi pendant ces clôtures de mois d'août de la jeunesse que les jeunes soient aussi édifiés sur l'hygiène bucco-dentaire. Voilà, c'était ça l'objectif de cette séance de sensibilisation. Alors, docteur, ce n'est pas une discrimination, c'est dans la sensibilisation. D'ailleurs, ceux qui sont drépanocytaires aujourd'hui, ils sont contents. Vous avez vu l'intervention de Mme Sophie de Drepalife. L'objectif pour nous, c'est plus qu'on sensibilise, plus les jeunes sont conscients. Et lorsqu'ils sont conscients, cette pathologie qui est la drépanocytose va diminuer. Les pathologies qui, par exemple, les IST et les VIH, va diminuer. Il faut que cette jeunesse soit informée. Il faut que cette jeunesse soit éduquée. Pour que demain, lorsque nous allons prendre les règnes, que ce soit des organisations professionnelles, des organisations internationales, que ce soit des organisations politiques, que cette jeunesse qui soit formée puisse donner le meilleur de soi-même. On ne peut pas éduquer un pays, on ne peut pas diriger un pays en étant malade. Et on ne discrimine pas la maladie, mais le problème c'est que s'il y a des moyens pour éviter toutes ces pathologies, c'est là où les CCLD interviennent dans la sensibilisation. Voilà, alors à tous les jeunes qui n'ont pas pu répondre à l'invitation, de continuer à faire confiance au CCLD, Centre Médical de Matadi, et que toutes les informations ayant trait aux infections sexuellement transmissibles et au VIH ainsi que l'ensemble d'autres pathologies, notamment la santé bucco-dentaire, le médecin et l'équipe médicale est prêt à être à votre disposition
passer au centre médical, mais en même temps, nous leur demandons plus de responsabilité, plus de conscience dans les actes, dans les choix à faire pour les décisions futures. Merci beaucoup.